Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous examinons un projet de loi de finances relevant d'une nouvelle catégorie distincte de celle des lois de finances rectificatives. Contrairement au projet de loi de finances rectificative, il ne peut contenir aucune disposition fiscale nouvelle, ce que nous regrettons, contrairement au rapporteur général, car cette interdiction corsette un peu plus les droits du Parlement. D'emblée, il me paraît opportun de souligner que plusieurs dispositions, monsieur le ministre, semblent aller dans le bon sens. Les crises sont encore présentes et elles risquent de se multiplier à l'avenir, de sorte que des moyens supplémentaires sont nécessaires pour accueillir les réfugiés, soutenir nos agriculteurs et maintenir notre soutien à l'Ukraine, mais également à nos concitoyens les plus précaires. Nous saluons d'ailleurs le travail de nos collègues socialistes à l'Assemblée nationale qui ont proposé et obtenu une rallonge de la prime de Noël pour les familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. C'est ainsi entre 115 et 200 euros supplémentaires par foyer pour environ 500 000 familles, soit 70 millions d'euros pour 2023. Néanmoins, ce que l'on peut retenir de ce texte, c'est une charge de la dette bien plus élevée que ce que vous aviez prédit. Je tiens notamment à souligner le différentiel important à hauteur de 3,8 milliards d'euros en raison notamment des OAT indexés sur l'inflation. En parallèle, nous constatons que là encore, les recettes ne sont pas au rendez-vous. Les dividendes de l'État sont inférieurs aux prévisions à hauteur de 2,5 milliards d'euros et la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité ayant été surévaluée de 9,5 milliards d'euros dans la loi de finances initiale pour 2023. Quelle n'a pas été notre surprise à la découverte de ces chiffres, car vous n'avez eu de cesse de claironner dans tous les médias de votre farouche volonté de faire contribuer les énergéticiens à hauteur de plus de 12 milliards d'euros. Ceux-ci n'auront en définitive que bien peu participé. Là encore, alors que les ministres se flattent d'un financement historique de la transition écologique pour le budget pour 2024, plus d'1,3 milliard d'euros de crédits de paiement sont annulés sur la mission écologie. Sur cette somme, 1,1 milliard d'euros étaient prévus pour le programme 174, qui finance notamment ma prime Rénov', le chèque énergie et l'aide à l'acquisition de véhicules propres, et 105 millions devraient contribuer au financement des infrastructures de transport. En la matière, le rapport Pisani-Ferry n'a pas été tendre avec le gouvernement, et alors que des membres du GIEC prennent publiquement la parole, sortant de leur traditionnelle réserve pour exprimer l'absence de cap du président dans la politique écologique du pays, il semble difficile, au regard de la sous-exécution des dits crédits, de leur donner tort. Toujours dans la sous-exécution des budgets, il est notable que dans la mission économie, dont je suis co-rapporteur avec ma collègue Frédérique Espagnac, le guichet temporaire d'aide aux entreprises très consommatrices d'électricité ou de gaz, qui a été doté en 2022 et 2023 de 7 milliards d'euros de crédits, n'a à ce jour, sur les 44 000 dossiers qui ont été déposés, traité que 17 000 validés, pour un montant total d'aide de 832 millions d'euros, soit moins de 12% des crédits ouverts. Prenant acte de cette très forte sous-exécution, vous avez d'ailleurs annulé 4 milliards d'euros en septembre dernier. Dans un tout autre registre, nous déplorons que l'article 2 ne prévoit pas une compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales, ce qui mécaniquement ponctionne de 2 milliards d'euros les réserves de l'Unédic. Cette ponction annoncée cet été dans une lettre de cadrage transmise aux syndicats n'est pas acceptable. Mais elle n'est pas surprenante non plus, car il faut le dire, en la matière, vous n'êtes pas à votre coup d'essai. Vous aviez déjà un temps envisagé de piocher dans les réserves de l'Agirc-Arrco. Par ce mode de fonctionnement, vous passez par-dessus les organisations syndicales, mais c'est surtout, et c'est le plus grave, vous attaquez frontalement le paritarisme, qui, je le rappelle, est le fondement de la sécurité sociale. Enfin, pour les collectivités locales, le compte n'y est toujours pas, et les courriers de la DGFiP aux 3 425 collectivités qui vont devoir rembourser tout ou partie de l'acompte qu'elles avaient reçu dans le cadre du filet de sécurité pour un montant de 70 millions d'euros n'est pas de nature à soutenir nos collectivités dont les budgets sont déjà durement touchés par l'inflation. Sans rentrer dans les détails que ma collègue Isabelle Briquet exposera, nous espérons que l'amendement que nous proposons, visant à annuler la demande de remboursement des acomptes perçus par ces communes, trouvera grâce à vos yeux. Vous l'avez compris, pour le groupe socialiste, ce premier PLFG ne nous convainc pas en l'état.
Nous serons donc attentifs au débat en séance publique, car si nous parvenons à améliorer le projet de loi, notamment au bénéfice des collectivités territoriales, nous pourrions consentir à ne pas nous y opposer. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant Monsieur Stéphane Sautarel.